Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Cette semaine, on va parler de l'équipe de France, cette espèce de machine à rêve qui nous ravit tellement la rétine à chaque match qu'on va se demander si on serait pas par hasard en route vers la cuillère de bois. Puis on fera un petit gros plan sur le comeback de Lionel Boxis en équipe de France, qui a été rappelé après la commotion du genou de Mathieu Jalibert. Et on finira en se penchant sur le prochain adversaire des Bleus, les Écossais, ces All Blacks du Nord, comme on les appelle, qui ont semblé un petit peu pâles ce week-end contre le Pays de Galles. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe Maxime Rollin. Bonjour Max. Bonjour Christelle. Laurent Campistron, bonjour Laurent. Bonjour. Et Clément Dossin, bonjour Clem. Bonjour Cricri. Vous savez tout, alors c'est parti. Flexion, lié, jeu. En entrée, on débriefe vos pronostics pour France-Irlande. Jean-Christophe Collin nous avait annoncé un 15-15. Pierre-Michel Bonneau un 9-6 en disant j'ai un doute, je pense qu'ils peuvent gagner. Bon, ils ont pas presque gagné. Alex, lui, avait pronostiqué un 6-9 avec un je me fiche du résultat. Ce que j'aimerais, c'est qu'on voit quelque chose, une équipe de France qui joue avec de l'enthousiasme. Bon, alors déjà, tout le monde a perdu en matière de pronostic et puis en matière d'envie, d'enthousiasme. En matière d'envie, si. Enfin, d'envie défensive, en tout cas, de solidarité. Là, il y avait quelque chose. D'enthousiasme offensif, on repassera, mais c'était peut-être pas le meilleur match pour ça, étant donné et les conditions et l'adversaire qui est une équipe bien huilée, qui tient le ballon et tout ça. Donc, ça a été compliqué. Mais il y a eu une forme d'enthousiasme, on va dire. Moi, je dis rendez-nous Guinoves. Parce que là, on a eu tellement d'émotions, on pensait qu'on allait gagner au dernier moment. On a perdu avec Guinoves, on était tranquille, on prenait 30 pions. Donc là, c'était réglé, on pouvait écrire nos papiers à la mi-temps. Donc rendez-nous Guinoves. Je crois que c'est son anniversaire aujourd'hui, on peut avoir une petite pensée pour lui. Aujourd'hui Ou hier peut-être. Le 4, ouais, hier. C'était hier, ouais. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Louis Picamol qui fête son retour en équipe de France. Voilà, 32 ans. Joyeux anniversaire, Louis. D'accord. Quelqu'un d'autre a un message pour sa grand-mère, un truc? Non, c'est bon? Ok. Alors, on va commencer. On va passer au premier sujet. C'est pas passé loin. Comme disait Clem, à 41 temps de jeu près, on gagnait. Moi, à 41 tripatouillages d'ADN près, j'étais Charlize Theron. Bref, samedi, on a encore perdu. Alors, tout le monde est très content de l'état d'esprit. Tout le monde est très, très content de la solidarité démontrée sur le terrain. Même Clem, tout le monde est très 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 content de cette défense de fer, de Guirado qui plaque 28 fois, de Poirot qui arrache si bien les ballons. En fait, les Bleus vont tellement mal que tout le monde est très 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 content qu'on ait presque gagné. Il est quand même difficile de ne pas s'inquiéter en fait quand on ne voit pas l'attaque française. Dans le papier de Renaud Bourrel ce matin dans l'équipe, on lit que sur les 14 minutes et 21 secondes où les Bleus ont eu le ballon en main, ils en ont passé 43 dans les 22 adverses. Alors messieurs, maintenant que l'Irlande à la maison s'est perdue, que les Bleus vont aller en Écosse et au Pays de Galles où ça va être un petit peu compliqué, qu'ils vont recevoir l'Angleterre qui devrait pas se montrer beaucoup plus charitable avec nous qu'avec l'Italie ce week-end normalement. La seule option pour ne pas finir avec la cuillère de bois, alors la cuillère de bois c'est le bonnet d'âne du tournoi, c'est de battre l'Italie. Donc je sais pas, il nous reste vraiment que ça. La défaite de samedi, elle a fait valdinguer tous les espoirs de renouveau, ça y est. C'est sûr qu'elle projette déjà l'équipe de France vers ce scénario catastrophe. Une victoire samedi aurait permis de rêver doucement, on ne se serait pas non plus enflammé, mais d'imaginer peut-être terminer le tournoi avec 2 ou 3 victoires. Là, effectivement, si on ne gagne pas en Écosse dimanche, ce qui sera une tâche ardue, on en reparlera après malgré tout. On va aborder un match contre l'Italie à Marseille, avec quand même le trouillomètre à 0, je pense. Les Italiens ne sont pas des pimpins sur ce qu'ils ont montré hier pendant 50 minutes contre les Anglais. Donc, on peut jouer à se faire peur et effectivement se dire que la priorité maintenant de l'équipe de France, c'est d'en gagner au moins un. Et le plus tôt possible sera le mieux. Moi, je vais pas noircir le tableau pour une fois, je vais pas dire que du mal. Non, après 15 jours avec Jacques Brunel, 15 jours de préparation, je pense qu'il fallait pas s'attendre à des miracles. Moi, je trouve que c'est même plutôt bien qu'on ait finalement failli gagner et perdu que de 2 points, parce que l'Irlande, ils sont quand même 3e mondial et ça prouve qu'on peut quand même
pourquoi pas de temps en temps réussir un petit miracle. Voilà, il faut voir un petit peu. Alors oui, on demande toujours du temps, mais moi je dis il faut quand même voir un petit peu le côté positif. On prenait à chaque fois 30 pions. Là, on n'a pas pris d'essai. Alors ok, on n'en a pas marqué non plus. Enfin si, on en a marqué un d'ailleurs. C'est vrai, on en a marqué un. Voilà, quel essai en plus. Donc non, et pourquoi pas faire quelque chose en Écosse. Alors c'est sûr que moralement c'est compliqué parce qu'on vient malgré tout de prendre un coup derrière la tête. On se voyait gagnant alors que personne ne nous voyait gagnant et on prend ce drop assassin. Mais non, je pense qu'il faut pas se dire ouais il y a juste l'Italie. Non, moi je pense qu'on peut là gagner dès ce week-end en Écosse. Alors moi je pense qu'à force de creuser, ils vont finir par toucher du bois les Français. Alors c'est arrivé la dernière fois pour les Bleus en 57, j'ai un petit peu regardé, donc il y a 61 ans. Tu es passé le bac quasiment, à quelques années près, oui. Donc ça remonte, je crois que... Tu parles de la cuillère de bois, la dernière cuillère de bois, bien sûr, ouais. Ils l'ont eu 7 fois, donc les 6 premières fois c'était entre 1910 et 1929, donc c'est quand même très très rare. Mais là, je pense qu'effectivement, ça peut effectivement mal se goupiller sur un match couperé comme ça contre l'Italie, s'ils perdent en Écosse le week-end prochain, quoi, avec le trouillomètre à 0, comme l'a dit Clément. Sachant que derrière, on reçoit l'Angleterre et qu'on finit au Pays de Galles, qui a quand même fait une bonne impression contre les Écossais. Enfin, je pense qu'il y a l'équipe de France un grand danger à ce niveau-là, quoi. Après, je veux rejoindre Max sur une chose, c'est qu'effectivement, on pouvait craindre le pire avant ce match contre l'Irlande. Et même si on n'a pas vu, tu as raison Christelle, on n'a pas vu de grandes envolées, on n'a pas pris un plaisir immense pendant ce match, pendant 65-70 minutes, l'équipe de France a dans un sens rassuré. Voilà, elle n'est pas larguée. Mais Max, on ne prenait pas non plus 30 points toujours. Je te rappelle que l'année dernière, on perd que de 3 points en Angleterre. On perd de peu aussi contre l'Irlande en Irlande. Donc voilà, c'est des matchs que finalement l'équipe de France, j'ai envie de dire, sait perdre de peu voilà, depuis quelques temps. Donc, mais malgré tout, c'est plutôt j'ai envie de dire le scénario de cette défaite qui peut être inquiétant, dans le sens où, comme le dit Max, non mais déjà c'est trompeur, parce que si on gagne c'est un hold-up. Parce que si Sexton, mais là, on a beaucoup parlé de la pénalité de Bello. On gagne et on est réglé avec la cuillère de bois. Hein. Si en Écosse, on gagne 6-3 sur un match dégueulasse, il n'y aura plus de cuillère de bois et on s'en contentera. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que le scénario particulièrement cruel de ce match est inquiétant pour l'état moral des troupes, en fait. C'est-à-dire que ça fait 15 jours, enfin même un mois, que Brunel ne cesse de parler de confiance, de réinstaurer de la confiance. Il y était, je pense, un petit peu parvenu avant ce match, puisqu'on a quand même vu une équipe de France qui s'est battue avec ses armes. Une victoire, même à l'arraché, comme ça aurait pu être le cas, aurait été un coup de boost formidable. Ça aurait donné un nouvel élan. Et tu prends ce coup de massue avec ce drop à la 83e minute qui reliquéfie tout ça. Et il va falloir beaucoup d'entrain au staff en ce début de semaine pour remettre les joueurs d'aplomb. Le pauvre Guirado, il refaisait la même tête que celle qu'il faisait après chaque match depuis des années. C'est compliqué, quoi. C'est dur. Mais après, on dit oui, on veut du jeu, du machin, etc. Non, mais ça, c'est une illusion. C'est une illusion. Et à part sur les 41 derniers temps de jeu, est-ce que l'Irlande nous a fait rêver, fantasmer, tout ce qu'on veut? Mais même sur ces 41 temps de jeu, elle nous a pas fait rêver, fantasmer. Mais elle a montré une maîtrise exceptionnelle. Elle a montré une maîtrise. Il y a un drop, il y a quelque chose. Mais sinon, même sur l'ensemble du match, on n'a pas vu un super jeu irlandais de la 3e nation mondiale. C'est ce qu'on se dit à chaque fois qu'on joue contre l'Irlande, de toute façon. L'Irlande fait très bien ce qu'elle sait faire, et puis c'est hyper pragmatique, c'est efficace. L'Irlande ne nous met jamais 30 points. Ouais. Donc sur des Irlandais comme ça, on a bien défendu, on aurait pu gagner sur un coup de génie de Teddy Thomas, et ça aurait été très bien, il aurait fallu s'en contenter. Et on aurait peut-être attendu le match face à l'Italie pour justement dire tiens là face à l'Italie qui est un adversaire un petit peu plus soi-disant faible, on verra, montrer un petit peu plus de choses offensivement. Mais on ne pouvait pas après 15 jours avec Brunel, en plus quand on connaît ce qu'il veut, son pragmatisme et ce qu'il veut mettre en place, on ne pouvait pas s'attendre à un match de génie face à des Irlandais qui sont quand même aussi très costauds et très pragmatiques eux aussi finalement.
On est quand même en train d'évoquer l'éventualité d'obtenir une cuillère de bois une année paire, une année où la France reçoit 3 fois. C'est dire un petit peu le niveau du rugby français aujourd'hui, quoi. Rappelons quand même que la France, sur les 8 dernières années, son meilleur classement, c'est 3e. C'était l'an dernier avec Guinoès. Après, on joue un peu à se faire peur, faut être honnête. Voilà. Moi, ce match, je le redis, malgré tout, il y a des motifs de satisfaction, c'est un bien grand mot, mais c'est un peu rassurant malgré tout. Je veux dire, vous souriez, mais remettons-nous 2 mois en arrière à la sortie du match contre le Japon. À la sortie du match contre le Japon, si on nous dit qu'on est en mesure de battre l'Irlande à la 82e, je pense qu'on aurait été surpris. Donc ce qu'ils ont fait là, c'est pas exceptionnel, hein, mais voilà, il y a quand même des petits indices, quoi. Et c'est pour ça que j'imagine pas la France récupérer la cuillère de bois, même si elle n'a pas montré grand-chose offensivement face à l'Irlande. Au moins défensivement, elle a prouvé que... le seul match qu'elle va pouvoir gagner, c'est contre l'Italie. Et si elle attaque pas, ça va être compliqué. Christelle, on n'en sait rien. Tu peux gagner en Écosse. C'est pas impossible. L'Écosse vient de prendre 30 points contre le Pays de Galles, qui avait, on en parlera tout à l'heure, Max. qui avait 48 blessés. Mais c'est vrai que la dynamique du tournoi est plombée d'entrée de jeu par ce résultat. Et voilà. Et on est quand même obligé de l'envisager, quoi. La seule bonne nouvelle pour Jacques Brunel, c'est qu'il sait déjà qu'il va conserver sa moustache à l'issue du tournoi, quoi. Ah bah, youpi. Déprime pas, Christelle, ça va bien se passer. Bon, trop tard. Manquerait plus qu'il neige. Deuxième sujet, on a fait le tour. Le retour de Lionel Boxis en équipe de France. Le retour de Lionel Boxis Qui ça en équipe de France. Dans les signes annonciateurs de la fin du monde, il y a les émeutes pour acheter du Nutella en promotion et le retour de Lionel Boxis en équipe de France. Alors je sais, il fait le bonheur du loup. Arnaud Requena, dans son papier ce matin, louait son pied énorme, ses bonnes mains et sa vitesse de course. Enfin, quand même, Lionel Boxis, il a 32 ans. Il y a 6 ans qu'il n'a pas été appelé. Il a fait 20 sélections, 10 comme titulaire. On ne peut pas dire qu'il était particulièrement indiscutable. Alors, personnellement, je disais, ça me fait penser à Jenny Longo, qui continue à être la meilleure à 58 ans. Je me disais à l'époque que ce n'était pas vraiment un indice de vitalité du vélo féminin. Alors, peut-être que je ne regarde pas assez jouer le loup, peut-être que je suis juste la petite sœur de Gargamel. Tu regardes pas assez de vélo féminin aussi. Contrairement à toi, qui en est friand. Mais Boxis, meilleure option pour diriger le jeu du 15 de France. Donc, vous validez, Laurent ? En tout cas, c'est la surprise du chef, on ne l'attendait pas forcément, même si Jacques Brunel l'avait évoqué lors de l'une de ses premières conférences de presse. Mais il fallait effectivement y penser, quoi. On s'attendait éventuellement peut-être à un retour de François Trinduc ou Jules Plisson, qui ont déjà eu les honneurs du maillot bleu, sans grande réussite. Et là, au moins, on est fixé. Et Jacques Brunel ne compte absolument pas sur ces 2 joueurs-là. Alors, Boxis... Après tout, vu le réservoir français à ce poste d'ouvreur, c'est pourquoi pas, quoi. Surtout qu'il fait effectivement des performances relativement honnêtes avec le loup depuis le début de la saison, quoi. Moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est que on sait pourquoi Boxis n'a plus été sélectionné pendant 6 ans, notamment sa défense, son côté trop discret pour être un 10 de niveau international, même s'il dit dans le papier d'Arnaud ce matin qu'il a pris du wawa, comprenait de l'assurance verbale, de la tchatch, du caquet. C'est vrai qu'il faut reconnaître que voilà, il a un peu plus on sent un peu plus d'autorité, peut-être un peu plus de confiance avec l'âge chez lui, notamment quand il dirige le jeu de Lyon avec un très jeune demi de mêlée, avec Couillou. Donc c'est à lui aussi, en tant que demi d'ouverture expérimenté, de prendre les choses en main. Il le fait bien. Mais voilà, on sait que c'est ça qui a toujours pêché chez lui. Et notamment la défense, et ce qui s'est amélioré dans ce secteur. Je suis allé voir les stats là, que notre partenaire Opta nous envoie chaque semaine, et il fait partie des 15 joueurs qui ratent le plus de plaquages en top 14, 2 par match à peu près en moyenne. Donc ça veut dire que ça reste une faiblesse chez lui, et qu'il n'est pas assez dur sur l'homme. Heureusement pour lui, il va pas affronter, il affronte pas l'Irlande, quoi, ou le Pays de Galles, qui aiment bien matraquer cette zone-là. Jalibert en a fait les frais ce week-end. Il affronte l'Écosse, qui est une équipe, voilà. Enfin, attendez, je parle comme s'il était titulaire, on n'en sait rien, mais donc bon. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on sait pourquoi il n'a pas été appelé pendant 6 ans, et que je suis pas certain que ces mots-là aient été réglés. Moi, personnellement, ça me choque pas, parce que
ça prouve au moins que Jacques Brunel compte pas sur l'énième retour de François Trinduc et sur Jules Plisson. Je pense que mine de rien, Brunel, il a dit qu'il faisait un peu match après match, il faut commencer à gagner. Et justement, en reprenant aussi Boxis, il sait exactement de quoi est capable Lionel Boxis. Et je le vois pas démarrer non plus contre l'Écosse. Donc il sait que voilà, pour rentrer dans un match comme ça, peu importe les circonstances, Boxis il a ce côté un petit peu où il reptilien. Non mais voilà, il se prend pas trop la tête, il va rentrer, il va faire ce qu'il a à faire et il va pas se je pense qu'un Trinduc ou un Plisson, ils vont se tracasser le cerveau, etc. Lui, Boxis, on va lui dire tu rentres, tu fais ci, tu fais ça, il va le faire et il va pas trop se prendre le chou. Ça, t'as l'impression que c'est un compliment. Hein? C'est un compliment que tu viens de faire. Oui, bien sûr que c'est un compliment. Mais oui, bien sûr. Non, et après, Boxis, il a ce sang-froid, il fait un très bon début de saison, il a un super coup de pied, et s'il faut taper une pénalité à la 83e en coin... J'ai un souvenir qui me revient. Oui. En coin, ou même un drop à la 83e. Il était de face. Non mais lui, ce que je veux dire, c'est que c'était en top 14. C'était il y a 2 saisons, Trois saisons, un fameux. Oui, non mais bien sûr, mais la qualification à l'UBB. Il n'y a pas que lui qui a raté une pénalité à 20 mètres face au poteau. Mais non, mais tu viens de dire que lui, il la raterait pas. Non, j'ai pas dit qu'il la raterait pas. Ce que j'allais dire, et vous m'avez coupé, c'est il prendra le ballon. Et on va recommencer. Et il prendra ses responsabilités. Et il n'aura pas la jambe comme Anthony Bello ce week-end. Il a pris ses responsabilités. Il n'aura pas la jambe qui tremblera. Voilà, il tapera et non, moi je pense que c'est un bon choix. Après, effectivement, pour reprendre ton lancement, Christelle, ça en dit quand même long sur le réservoir français à ce poste-là. Moi, je suis pas d'accord avec Max. Je pense que, dans cette équipe qui manque cruellement d'expérience, de confiance en elle. Après, on sait qu'il y a toujours les pros et les antis avec les ouvreurs, mais moi j'aurais préféré un rappel de Trinduc. J'avais trouvé que contre le Japon, dans ce marasme collectif incroyable, ça avait été un des rares à tenir à peu près la baraque. Il avait fait 100% au pied, une belle diagonale pour Gabriel Lacroix. Enfin, il y avait eu des trucs satisfaisants. Mais alors là, clairement, c'est vrai que pour eux, pour le message tu parlais de fin du monde, pour le message envoyé à Plisson et à Trinduc, qui étaient quand même 2 ouvreurs de la liste élite de Novès, il n'y a pas si longtemps que ça. Eux, ils doivent prendre une énorme claque sur la calebasse. Il y a le petit Ntamak derrière, puisqu'on avait lancé le petit Jalibert. Bon, j'appelle pas forcément le petit Ntamak, il joue pas en top 14, on est d'accord. 14, hein, Jalibert, il avait quand même enchaîné. Mais voilà, non, mais tout ça, c'était juste pour faire un peu un panorama du poste. Voilà. Et juste une petite stat, depuis 2016, donc depuis le début du mandat Novès-Brunel, si jamais Boxis devait jouer ce week-end, ce serait le 7e ouvreur déjà testé sur cette période-là. Les Blacks, ils en ont testé que 3. Il y a quand même des chances qu'ils jouent. Mais est-ce que les Blacks ont eu des ouvreurs blessés? C'est toujours pareil. Boden Barrett, il s'est jamais blessé. Nous, si Lopez s'était pas blessé, Lopez aurait joué tous les matchs et on aurait testé 3 ouvreurs. Même pas sûr, parce que peut-être qu'on l'aurait changé à la première semi-contre-performance. Oui, peut-être aussi, mais on n'est quand même pas, on a quand même pas de chance par rapport aux blessures à ce poste-là. Il ne faut pas oublier que Boxis a beaucoup d'expérience quand même internationale, 20 sélections. Champion du monde des moins de 21 ans, ça date. Hein. Ça date. Et puis il ne faut pas oublier qu'il était en quart de finale, fameux quart de finale contre le Black en 2007. Ça date effectivement. Après, il y a une mais c'est peut-être un peu tout ça que Jacques Brunel l'a pris, parce que Jacques Brunel, encore une fois, il le connaît. Et il le connaît tellement bien que lorsqu'il était coach adjoint d'Ibanez à Bordeaux, il l'a pas retenu, il l'a laissé partir au loup. Non mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il était. Pourquoi pas, mais ou alors justement, il fait aussi ce choix, comme je disais, en se disant que Boxis, voilà, il connaît un petit peu son tempérament, il sait qu'il va arriver là-dedans, qu'il va pas se prendre la tête. Et alors que s'il remet un Trinduc ou un Plisson, les deux vont se monter la tête, le mondial, le truc, le machin. Alors que dans son esprit, Brunel, il sait qu'il y aura Lopez, il sait que son petit Jalibert va sûrement revenir. Belot, peut-être qu'il y croit et sûrement
moi, je pense que Belot sera titulaire contre l'Écosse et qu'il emmènera ces 3-là à la Coupe du Monde et qu'il n'a pas envie de relancer un Trinduc pour la 28e fois et un Plisson pour la 12e fois parce qu'il a vu que c'était plus ça. C'est peut-être aussi plus facile, pour aller dans ton sens, Max, de manager un box 6 remplaçant qui ne va pas faire de vagues, qui est tellement content de revenir. Voilà. Que effectivement un Trinduc qui est aussi en concurrence avec Belot en club, donc voilà, que Plisson qui aimerait manger peut-être le jeune Belot, enfin peut-être, hein, je sais pas, c'est une hypothèse. Et encore une fois, sur le début de saison, c'est pas un scandale. Il n'y a rien à dire. Boxis, plutôt que Trinduc ou. C'est clair. Que ça me choque pas de le rappel de Boxis. Ça fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux, mais ça fait pas. En fait, ça fait pas tant rire que ça. Je crois que ça fait plaisir à beaucoup de gens. Bon, évidemment, il y a le lobbying intense de la boucherie Ovalie depuis des mois et des mois, mais les gens ont l'air sincèrement contents parce que c'est vrai que c'est quelqu'un de sympa, quoi, de gentil, voilà. Et puis si on regarde les stats, je pense que la première partie de saison de Boxis n'est pas ridicule du tout. Ah non, mais elle est excellente, même elle est vraiment très très bonne. Et si on enlève Boxis, Trinduc, Plisson, il y a quoi en 10, en top 4? Il y a le jeune Ntamak, mais beaucoup trop jeune, Senzel, effectivement. Mais Senzel qui n'est pas un 10, non mais c'est... Sinon, il y a Brock James. Non, on n'a pas le droit. Il a le passeport. En défense, je suis pas sûr que ça change beaucoup par rapport à Boxis, mais... Non, mais il n'y a pas grand monde. Après, il y en a un qui aurait pu peut-être avoir sa chance si il n'avait pas été blessé depuis le début de saison. C'est Wisniewski qui a été appelé 2-3 fois et qui n'a jamais pu prouver quoi que ce soit. Malheureusement, il a joué 20 minutes depuis le début de saison parce qu'il s'est blessé au bras en Argentine pendant la préparation et que derrière, il s'est blessé à la jambe. Donc... voilà, mais sinon, non, il n'y a pas d'autres... Il y a Jean-Marc Doussin aussi, mais actuellement blessé. Non, mais il n'y a pas d'autres ouvreurs, voilà, il n'y a pas d'autres ouvreurs sur le circuit. Bien. Si, Frédéric Michalak, on l'a oublié. Oui, il a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale, donc du coup, trop tard. Il l'a peut-être annoncé un peu tôt. Il n'ira pas à la Coupe du Monde 2019, voilà. C'est sûr. Il a pris sa retraite, il a annoncé sa retraite tout court. Oui, à la fin de la saison. Ouais, mais la retraite internationale, il l'avait annoncé l'année dernière. Oui, enfin, Zidane avait annoncé la sienne aussi. Hein, oui. Et je te parle même pas de Sheila. Allez, pour finir, on va s'intéresser au prochain adversaire des Bleus, dimanche à 15h. De quel poste, Sheila? Oui, dimanche à 15h. On revient aux fondamentaux. 16h heure française. Ah merde, oh, oui. Mince, oh, zut, pardon. C'est bon, j'aime bien moi le rugby le dimanche à 15h, ça me rappelle les Montluçon-Brioude, c'était bien. Dimanche à 16h, donc le 15 de France affronte l'Écosse. Alors l'Écosse, c'est cette équipe qui joue à peu près exactement à l'inverse de ce qu'a montré l'équipe de France samedi. Hein. C'est une équipe qui joue, en fait, les All Blacks du Nord, qu'on les appelle. Cet automne, pendant qu'on faisait match nul contre le Japon, l'Écosse a battu les Samoa, l'Australie et s'est inclinée 17-22 contre les All Blacks, les vrais, ceux du Sud. Enfin bon, les All Blacks du Nord, ils ont quand même pris une bonne rouste par les All Rouges du Pays de Galles samedi, un petit 34-7 qui aurait même pu finir en Fanny parce qu'ils ont marqué leur essai à la 79e minute. Alors je sais pas, est-ce que l'Écosse, elle serait pas bonne à prendre? Est-ce que notre horrible jeu de défense pourrait pas faire faner les Flowers of Scotland dimanche? Laurent? L'Écosse, c'est toujours bon à prendre, c'est ce qu'on a coutume de dire. Bon, effectivement, avant le match de week-end dernier, on a plutôt tendance à penser que c'était une équipe en nette progression, comme le laisser voir ses résultats de l'automne et même de juin, puisqu'en juin, ils gagnent aussi en Australie. Ils ont battu 2 fois l'Australie en quelques mois. Mais là, effectivement, alors il manque quelques joueurs importants, je pense, notamment un pilier droit, puisqu'ils jouent avec leur 3e choix. Ouais, ils ont quasiment même toute une première ligne décimée. Ouais. Donc ça fait beaucoup. Plus Richie Gray. Je ne sais pas si Richie Gray sera... Il était absent peut-être... On parlait d'un éventuel retour contre la France, mais ça semble peut-être compliqué. Non, après l'Écosse, bon, effectivement, c'est une équipe qui joue, mais qui souvent se fait rattraper par son manque de puissance en fin de match. Là, il se trouve qu'elle a pris tout le match. Enfin, elle prend un premier essai sur une interception qui casse un petit peu sa dynamique du début du match. Et derrière, les Gallois ont déroulé. Alors, bon, c'est difficile un petit peu de savoir ce que ça peut donner sur le match de dimanche à Édimbourg. Effectivement, le coup est sûrement jouable pour les Français, mais bon, il y a 2 ans, ils avaient quand même perdu assez largement, les Bleus, avec Guinoès, et je ne suis pas forcément très optimiste pour ce match-là non plus. Et toi, Max, tu pensais qu'ils étaient très bons à prendre même là?
Non, c'est sûr que vu le calendrier, au début du tournoi, je me disais ce sera peut-être plus facile entre guillemets, ou c'est peut-être plus jouable de taper l'Irlande sur le premier match, ce qui a failli arriver, que de battre les Écossais chez eux sur un deuxième match. Et là, vu le résultat et la branlée qu'ils ont pris au Pays de Galles, je me dis que ça risque quand même d'être un petit peu compliqué. Ils vont être sacrément remontés, les Écossais, pour cette deuxième journée, en sachant que s'ils perdent contre les Français à domicile, c'est plutôt eux qui vont avoir le chaud au cul pour la cuillère de bois. Mais comment tu parles, Max? Désolé. Parce que derrière, il faudra quand même qu'ils jouent encore contre les Irlandais et contre les Anglais. Et donc, il leur restera que les Italiens à taper. Ah ouais. Donc, c'est eux ou nous, en fait. Ouais, l'Italie. mais... Il y a l'Italie quand même. Il y a l'Italie quand même aussi, mais bon. Non, moi, c'est plus par rapport au contexte, en fait. Entre le coup de massue qu'ont pris les Français et la rouste qu'ont pris les Écossais, du coup... Voilà, c'est ça moi qui me fait un petit peu peur. Moi, je suis d'accord avec Max sur le fait que c'est pas du tout une bonne nouvelle pour nous qu'ils aient pris cette grosse défaite à Cardiff. Et ensuite, concrètement, ça va être un bon test. Ça va vraiment être un type de match complètement différent de celui du week-end dernier. J'étais étonné d'apprendre qu'il y avait quand même eu 44 minutes de temps de jeu effectif le week-end dernier contre l'Irlande, ce qui veut dire que les stats faut les prendre avec des pincettes, mais ça veut dire que ça a été un match très intense, avec peu de rythme, peu de volume, mais en tout cas avec beaucoup de collisions et des temps de jeu très très longs. Les Écossais vont nous soumettre aussi à des temps de jeu extrêmement longs, mais dans un autre registre, quoi. Eux, ils adorent déplacer le ballon. Ils ont une charnière Price ou Ledlow, on verra qui joue. Russell qui se régale de distribuer le ballon, d'attaquer la ligne. Évidemment, il y a Hogg à l'arrière qui est un poison permanent. Donc ça va être une équipe qui va nous tester sur le dynamisme. Et il serait bienvenu cette fois, contrairement au match du Canada, qu'on tienne le ballon, quoi, qu'on l'ait un peu plus, parce que voilà, eux en feront à mon avis autre chose que ce que les Irlandais ont pu en faire pendant 30 minutes de possession le week-end dernier. Et du coup, ça pose en creux, ça pose aussi un peu la question de la compo d'équipe, quoi. Voilà, pour répondre à ta question, est-ce que notre jeu je pense qu'il ne faudra pas se contenter de ça, il faudra à nous imposer notre jeu. Le retour de Picamol, Max en parlait tout à l'heure, il peut faire du bien pour apporter un surplus de puissance. Gourdon est blessé de toute façon en troisième ligne pour casser cette défense-là. Un Bastaro aurait pu être utile. Un Bastaro aurait pu être utile. J'aimerais bien. Je pense pas que ce soit dans les plans. Il est plus suspendu en fait. Non, depuis hier, il est plus suspendu. Ouais. C'est que Brunel avait dit qu'il rappellerait Bastaro qu'en cas de blessure au centre. D'accord. En tout cas sur les 2 premiers matchs. Puisque tu parles du centre, peut-être que Doumerou pourrait être intéressant. Je trouve qu'on manque cruellement de vitesse quand même derrière. La perche Avancy-Lamera, c'est pas. Voilà, c'est solide, mais ça apporte peu de vitesse. Et finalement, on a peu de joueurs, à part Teddy Thomas, évidemment. Vakatawa, et c'est alourdi. Il joue au centre Racing, je trouve qu'il a moins de gaz. Et tout ça pour dire que j'aimerais bien, je pense pas que ce soit dans les plans du staff, mais j'aimerais bien qu'un joueur comme Macalou ait sa chance sur un match comme ça. Ça peut être un match dans lequel il pourrait s'éclater. Ce troisième ligne, avec un grand rayon d'action. Qui va très vite, qui peut nous apporter ce petit facteur X qui nous manque. Ce serait avec Picamol et Camara, par exemple, ça pourrait avoir de la gueule, quoi. Bah oui. Après, à la place d'un Loré, oui, pourquoi pas, Macalou. Après, il y a peut-être devant aussi où on peut les mettre à mal, hein, Laurent. Tu as une petite info sur le pack écossais. Mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'absence de pilier droit de renom, on va dire, hein, puisqu'ils jouent avec leur troisième choix, qui est un joueur, je crois que Welch, qui joue à Newcastle. Et leurs deux piliers droits titulaires, enfin d'Édimbourg et de Glasgow sont ça peut être une faille sur laquelle appuyer quand on sait que nous, Poirot est quand même en très grande forme. Ouais. Poirot très grande forme, Priso derrière qui rentre, qui fait une super rentrée aussi. On est plutôt. On est bien équipé. On est bien équipé, mais surtout par rapport à l'Écosse, c'est sûr. On a fait le tour. Bon, on reste sur l'Écosse, comme ça vous allez me donner votre pronostic pour le match. Parce que j'aime bien quand vous donnez des pronostics, comme ça après je vous fais honte la semaine d'après. Je suis mauvaise.
On reviendra pas. Alors, Écosse-France, Laurent 22-12 pour l'Écosse. 16 partout. 22-12, Bon, 16 partout. du coup, je vais jouer la France 20-17 pour la France. Ah oui, carrément. Ouais, soyons fous. Avec un essai de Macalou. Ouais, déjà, on saura verra vendredi si c'est envisageable. Eh bien, merci messieurs. C'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Laurent Campistron, Maxime Rollin, Clément Dossin. Merci à Quentin à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis donc sur l'équipe.fr, l'Apple Podcast, Apple Podcast et SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires, mettez-nous des étoiles et on se retrouve la semaine prochaine.